Bonsoir. Alors, étudiante en affaires européennes, j'ai une question à vous poser, Monsieur Mélenchon, mais sous votre casquette eurodéputé. Vous avez évoqué dans votre ouvrage donc, la bifurcation et vous nous avez donné ce soir de votre vision du peuple. Et dans une situation où au Parlement européen, on a une majorité d'eurodéputés Front National, comment considérer un peuple européen, puisque ce groupe de parlementaires européens Front National veulent s'arracher au collectif et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, veulent s'arracher à l'intérêt général humain. Donc ma question est la suivante. Que pensez-vous du peuple européen? Est-ce que c'est uniquement un rêve d'étudiants privilégiés qui ont connu le programme Erasmus+, ou voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci. On enchaîne avec une autre question. Bonjour Monsieur Mélenchon, étudiant en première année. Alors j'ai une question sur vous, sur votre mouvement et sur la manière dont vous envisagez la place de votre mouvement dans la révolution citoyenne. Alors Mélenchon, c'est pour beaucoup l'homme qui n'éructe pas, donc qui tonne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'homme qui vilipende les journalistes, ça c'est l'image qu'on donne de vous. Vous dites que c'est des laquais du pouvoir, que c'est des sales petits espions. Mais quoi? Des sales petits espions, vous avez dit ça un jour. C'est ce qui a été rapporté en tout cas par la presse. Vous auriez dit ça à un journaliste. C'est que des mensonges. Ouais, bon, d'accord. Donc, au final, est-ce que vous pensez pas que vous contribuez quelque part à la personnalisation du débat politique? Et n'est-ce pas au final un peu nécessaire, puisqu'on voit aujourd'hui que les gens voient en allant de droite à gauche Sarkozy, Hollande, vous. Et donc, quel est votre rôle dans le futur et quel est le rôle de votre parti dans la révolution? Merci. Une dernière question peut-être? Bonsoir, je m'appelle Essal Ministrine et je suis étudiante en 5e année ici à Sciences Po. Et je vous suis de près depuis des années. Et vous êtes vraiment, à mon sens, l'illumination de la scène politique française. Mais j'ai un problème avec vous. J'ai un problème avec vous parce qu'il est insupportable de voir que votre génie se voit sacrifié pour cause de votre manque de contrôle pour vous-même. Et ce n'est pas une question que j'ai à vous poser, mais c'est un souhait profond. Donc, vous avez commencé l'année en grande pompe. Vous vous faisiez rare dans les chaînes de télé. Vous vous êtes fait désirer. Et à votre retour, votre discours était réfléchi et serein, enchaînant les plateaux de télé soumis aux grands titres politiques et à l'idée majoritaire. Monsieur Mélenchon, pardon, je suis marocaine et je me sens liée à la politique française. Et je pense que c'est à vous que devrait revenir le siège de la présidence de la République de 2007. Je ne suis pas anti-européenne, mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir trouver une solution médiane aux problèmes européens. Mais pour cela, je crois qu'il vous faut plus de sélectivité dans votre propos. Je pense que le seul moyen de devenir président de la République est de plaire à toutes les forces, à la majorité des Français. Et les 4 millions de voix ne constituent en rien une majorité, quoique le chiffre reste considérable. Donc vous avez besoin de paraître crédible aux yeux de toutes les forces de ce pays. Vous travaillez énormément vos idées. Moi, je vous demande, avec le souhait de vous voir en tête face à Le Pen, à Sarkozy, à Juppé, Bayrou, Hollande ou Valls, de travailler autant vos idées que votre image, que vous ayez la posture d'un président de la République fort et responsable. Et c'est à mes yeux le seul moyen de remporter les élections de 2017. Voilà. Merci. Bravo. Donc, ah oui, donc 3 questions.
Donc, 3 questions complètement différentes. Une première question sur le peuple européen et la conception du peuple européen. La deuxième question sur le rôle du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et notamment Parti de gauche, voire Front de gauche, dans la révolution notamment. Et puis enfin, une question sur... le style. Sur le style, oui. D'abord sur l'illumination et ensuite évidemment sur votre contrôle de vous-même. Ah ouais. Alors, je vais commencer par le plus facile, c'est votre question. D'abord, je vous remercie de vos compliments. Je salue en vous une quasi-compatriote, mais moi, je suis né au Maroc, peut-être pas vous. Si, ah bon. Non, mais souvent, le maghrébin, c'est moi. Bon, d'accord, donc je suis natif de Tanger. Si vous ne le saviez pas, vous l'apprenez ce soir. Entre Méditerranée et Atlantique, et mon caractère est fait de ces deux rivages. Alors, je viens sur le fond, le sérieux de ce que vous disiez, à propos du style, parce que vous n'êtes pas la première à me poser cette question ou à la soulever. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je n'adopterai pas le style de l'homme providentiel. Et quand bien même tenterai-je de le faire, que je n'y parviendrai jamais. Car c'est une construction du regard des autres. Je vous raconte, j'ai fait une fois une émission, on n'est pas couché. Non, celle-là, c'était des paroles et des actes. Des fois, ça arrive qu'ils invitent quelqu'un d'autre que Madame Le Pen. Et non, mais c'est vrai, hein, attendez, ça arrive. Hein. Et j'étais invité. Et on avait travaillé entre nous comment j'allais me tenir. C'est très difficile, vous savez, la télévision. Parce que la radio, c'est votre voix. Vous pouvez vous projeter. Moi, j'ai toujours aimé faire de la radio. Bon, l'écrit, c'est facile. Mais la télé, c'est tout le corps. Votre posture, votre allure, vos habits, tout est en scène. Et on a répandu dans l'esprit public une forme de pseudo-science qui fait que dans ce pays, les gens ont des avis absolus, professionnels, sur deux choses. L'éducation, même s'ils ne sont pas profs, ils n'ont aucune idée sur ce qu'est la pédagogie, mais ils ont un avis. Jamais vous verrez un repas de famille sur comment on doit organiser la sécurité dans une centrale nucléaire. Hein. Mais sur l'éducation, si. C'est pourtant autrement plus compliqué, un gamin, que cette grosse bouilloire qui est une centrale nucléaire. Et la deuxième, c'est la communication. Tout le monde a des idées sur la communication, sur ce qu'il faut faire et pas faire, etc. Bon. Alors, les uns me disent, il faut se calmer. Bon, très bien. Et les autres me disent, surtout, change rien. Parce que comme tu es là, au moins, j'ai l'impression d'être représenté. Donc, il faut laisser tout ce qui essaierait de traiter du domaine des apparences. Il faut les oublier. Et se donner la patience de construire. Parce que la société, c'est comme un oignon. Il y a des couches successives. Moi, je ne m'adresse pas à ceux pour qui tout va bien et à qui je vais expliquer qu'on va changer un petit quelque chose. Je m'adresse d'abord, le cœur de ce que j'ai à faire, au moment où c'est moi qui m'en occupe. Après, ça sera un autre ou une autre. C'est d'abord rassembler les têtes dures, les résistants, les opiniâtres, ceux qui ne sont pas d'accord, qui pourrissent les repas du dimanche avec la politique, à qui on dit « Ah, ça va, fais pas ton Mélenchon », etc. D'accord ? C'est cela parce que c'est le brûlot, c'est la braise. C'est la braise qui peut faire partir le feu à la condition de l'événement fortuit. Donc je peux pas... voilà, c'est mon moment, c'est pas le bon moment, je préférerais, moi, être que je suis un intellectuel et faire des conférences toute ma vie, et puis pas être obligé d'élever la voix, et pas en rajouter, bon. Je dois donc y aller comme ça. Et je ne peux pas proposer le programme que je propose avec une tête de premier communiant. Je ne peux pas faire ça gentiment, dire oui, il n'y aura pas un salaire au-delà de 1 à 20, et d'ailleurs, vous, là, combien c'est ? Ben, c'est fini. Et vous, là-bas aussi. Vous êtes d'accord, hein ? Non, il n'est pas d'accord. J'ai fait ça une fois sur un plateau à l'ancien patron de Total. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont eu ce moment, je me suis follement amusé. On parlait des salaires. Je sors mon truc sur de 1 à 20. Le gars, il me regardait avec sa petite moustache. Pauvre homme, il est mort. Et pas ce soir-là, hein, j'y suis pour rien. Mais son avion, je sais pas, un chasse-neige lui est rentré dedans, une histoire incroyable, en Russie. Comment s'appelait cet homme ? Je veux pas qu'on rie de lui parce que le malheureux est mort. Et bon, c'est le patron de Total. Et alors, ça le faisait marrer ce que je racontais. Genre, il me regardait de haut, il est sympa, ce Mélenchon, etc. Je lui dis, pourquoi vous êtes augmenté de 3 millions cette année, vous ? Il me regarde, scotché. Je sais pas, non. Toi, là, si tu es augmenté, tu sais pourquoi ? Il me dit, ça, je sais pas. Eh bien, si vous savez pas, rendez-les.
Parce que je ne connais pas une personne dans ce pays, c'est comme l'autre là, qui s'est augmenté de 16 millions avant de partir. Tout le monde crie, il dit bon d'accord, 8 seulement. Lequel d'entre vous laisse la moitié de sa paye? Aucun. Vous direz mais je l'ai gagné, c'est mon travail. Je peux vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai balayé, j'ai fait cours, je suis allé, venu, j'ai préparé mes heures de cours. Pour parler d'un prof, tu es en train de lui dire, ils foutent rien, ils sont en vacances. Bon, quand ils vous font la liste de ce qu'ils font, plus le temps qu'on passe à lire vos foutues copies, ça prend du temps. D'accord? Vous pouvez justifier, vous ne direz pas, oui, je suis d'accord, prenez la moitié, parce que vraiment, il y a peut-être eu de l'abus, mais ce n'est pas de ma faute. Donc les gens qui font un travail honnête et qui sont une paye honnête ne lâchent pas la moitié de leur paye. Si le gars dit qu'il en lâche la moitié, c'est que c'est un voyou. Voilà. Donc, comment voulez-vous que... Alors, je lui dis ça, il était scotché. Il ne savait plus quoi dire, je lui dis, rendez-les. Il s'est marré. En vérité, il ne savait plus quoi dire. Vous voyez bien, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu croiser mes jambes et dire, tout voir, on doit s'interroger sur le niveau des rémunérations, des cadres, car bien sûr, il est normal que compte tenu des risques... Je peux faire ça, ou bien je lui fais comme ça. Pourquoi vous êtes augmenté, vous? Tout le monde regarde. Vous rigolez. L'humour, la dérision pour frapper le système. Se moquer d'eux, ébranler leurs certitudes, sont des tigres de papier. Ils ne sont rien, ils ne savent même pas pourquoi ils gagnent leur paye. Et comme disait Bernie Sanders, il dit, je ne comprends pas, moi, quelqu'un qui gagne 1 milliard, pourquoi elle en veut 2? Pourquoi ils en veulent autant? Qu'est-ce qu'il y a en eux qui s'est pourri jusqu'au sens de perdre tout sens de l'humanité et de la réalité? Qu'est-ce qu'une personne qui a des besoins 400 fois supérieurs à celles d'une autre? Parce que c'est ça, les écarts de revenus. En quoi ça consiste d'avoir des besoins 400 fois supérieurs? Vous voyez, vous pouvez faire rire plein de monde avec ça. Dire aux gens, alors, vous avez gagné 1 million le premier mois, ouais, j'ai plein d'idées. Le deuxième aussi, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc on va mettre tout ça en tas, et hop, ça part dans la bulle financière dont je n'ai pas pu parler ce soir, et qui est pourtant le cœur des contradictions dans lesquelles on est. Voilà ce que je veux vous dire. Le style n'est pas le résultat du fait que je ne me contiens pas. C'est un choix. J'ai choisi de faire comme ça. Si quelqu'un d'autre veut faire autrement, qu'il le fasse. Et s'il peut le faire mieux, bravo, je le suivrai. Mais pour l'instant, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut rassembler ceux qui tiennent bon. Et ceux qui tiennent bon, ils se reconnaissent entre eux. Et vous êtes comme ça, ceux là-dedans. Il y en a des têtes dures ici. Ceux qui relèvent la tête, qui ne baissent pas les yeux, qui répliquent, etc. C'est ceux-là qu'il faut mettre en mouvement. Et ensuite, les autres se tournent vers eux. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben qu'est-ce qu'on fait alors? Vous avez déjà vu un syndicaliste, comment ça se passe? Les types, ils en meurent, ou les filles en meurent, des fois en cours de combat. Parce que tout d'un coup, tout le monde vient les voir. Les mêmes qui leur faisaient la gueule avant, viennent les voir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis tu as tout le reste. Les jalousies, les machins, bon. Et il faut mener. Et puis tous les jours, on te pose la question. Bref, c'est terrible la lutte. Le poids que ça pèse. La préparation qu'il faut à ça. Ils ne se laisseront jamais dépouiller de bon gré. Donc il faudra que ce soit de force. Et ne supposez pas une seule seconde qu'ils perdent de vue où est leur intérêt. Parce que sinon, vous ne comprenez pas pourquoi ils me diabolisent comme ils le font depuis 3 ans et qu'ils ont dédiabolisé Madame Le Pen. Pourquoi moi? Je suis plus intelligent qu'elle, plus cultivé. Pourquoi ils s'en prennent à moi? Je suis plus beau. D'accord? Bon. Pourquoi? Ben, c'est tout, la société et la communication, la scène de la communication n'est pas un lieu de communication, c'est une arène. C'est une arène. Donc, la bonne tactique consiste d'abord à faire sauter le cadre. C'est-à-dire, si vous avez un journaliste, il faut qu'à la fin, il comprenne que c'est une faveur que vous lui faites de ne pas le sortir de la coquille avec la fourchette. Donc, comme ça, il reste au moins poli. Mais sinon, il faut fracasser le cadre. Parce que tous les gens se marrent en regardant ça. Et ils voient que vous commencez à dominer le système. Bon. Et sinon, d'abord, si vous répondez à leurs questions, vous êtes mort, parce que les questions n'ont aucun intérêt. C'est Georges Marchais, il avait trouvé une formule fantastique. Bon, moi, j'étais pas de son corps à l'époque, hein, mais bon. Il avait dit, ouais, bon, ben ça, c'est votre question, puis maintenant, on va voir ma réponse. Vous êtes venus avec vos questions, je viens avec mes réponses. Bon. Eh ben, voilà. Donc, comprenez-moi, c'est une tactique de combat. Maintenant, s'il fallait diriger ce pays, j'ai déjà eu des responsabilités locales, départementales, nationales. J'ai été ministre de notre pays. J'ai eu l'honneur d'être dans ceux qui collaboraient, qui travaillaient avec François Mitterrand à de nombreuses reprises. Donc je sais incarner ma patrie, quand il le faut et comme il le faut. Et je vous garantis qu'en général, les gens savent à quoi s'en tenir. Mais il ne faut pas s'auto-célébrer. Il faut se vouer à sa tâche.
se dévouer à l'exigence de son combat. Si vous venez avec telle panoplie, c'est celle-là qu'il faut manier. Et pas se dire, je suis tellement important que je ne m'abaisserai pas à faire une blague de mauvais goût pour déstabiliser la personne, aller demander à l'autre pourquoi il a gagné plus d'argent, lui proposer d'aller le rendre, et ainsi de suite, et toutes les choses que vous m'avez vu faire. Alors, ça, c'est ce que je veux vous dire. Après, vous parlez du... il y a un lien entre tout ça, vous allez voir. Est-ce qu'il y a un peuple européen? Non. Il n'y en a pas. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas d'Européens. Il y a des gens qui habitent en Europe. Mais vous avouerez, je vais revenir à vous, que c'est une notion assez confuse. Parce que, qu'est-ce qui rattache un Lituanien à un Portugais? Et pourquoi un Portugais serait-il plus intéressé à discuter avec un Lituanien qu'avec un Marocain? Parce que les Marocains, on les connaît, hein. Ils sont juste à côté de nous. 13 km, on traverse la flotte. Et de l'autre côté, tas de gens. Des fois, on est marié avec eux. Hein, on a des enfants, des petits-enfants, des cousins, tout ça. Bon, et avec les Algériens. Et avec les Tunisiens. C'est un même peuple. C'est le même qui tourne en rond autour de la Méditerranée depuis 2000 ans. J'ai raconté ça à Marseille, pour ceux qui connaissent mon discours à cette occasion. Hein, donc ça, c'est proche. Un des aspects du futur, peut-être qu'on n'en parlera pas, bon, pour moi, c'est de tourner les batteries de la France d'une autre manière. Les francophones, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a 100 millions d'Arabes, il n'y a jamais eu autant de monde qu'à parler français. Nous avons au moins une langue en commun. C'est un problème, c'est qu'on ne parle pas assez l'arabe en France. Parce que pourtant, il y a plein d'Arabes. Mais ce ne sont pas des Arabes, ce sont des êtres humains. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des êtres humains. Vous comprenez? Mais nous sommes culturellement, familialement liés les uns aux autres. Et regardez la folie qu'on est en train de faire. Trier entre nous, d'après la religion, pour expulser les uns, les martyriser, les pourchasser, les humilier, les insulter tous les jours, en les assimilant à des terroristes, à des violents. Une masse de braves gens qui se sont saignés les veines pour que leurs enfants réussissent à l'école, pour qu'ils progressent, et à qui on ne cesse d'agiter 2 ou 3 petits voyous par-ci par-là, comme il y en a toujours eu. Imaginez-vous quel crime on est en train de commettre contre la patrie commune des Français. De nous tous. Bon, c'est pour ça qu'il faut refonder la France. Pas seulement pour les droits nouveaux, pas seulement comme stratégie révolutionnaire, mais pour que tout son nouveau peuple, cette nouvelle France, s'empare de la France elle-même, se l'approprie, parce que nous sommes un peuple universaliste. Universaliste. Pas occidentaux. Nous ne sommes pas occidentaux. Ça n'existe pas à l'Occident. C'est un concept politique dans la main de l'impérialisme américain. Nous, les Français, nous sommes universalistes à cause de ce qui constitue notre nation. Liberté, égalité, fraternité. On met en partage ça avec l'humanité entière. Ensuite, parce qu'on est présent sur les 5 continents. Ensuite, parce que notre plus longue frontière, elle est avec le Brésil, pas avec l'Allemagne. Et ainsi de suite. Donc nous avons vocation à être universalistes. Ça vient à votre question. Est-ce qu'il y a un peuple européen? Il y a un peuple à partir du moment où une communauté humaine astreint les membres qui le composent et le territoire qu'elle occupe à des lois communes qui sont légitimes parce qu'elles sont décidées par tous. Comme il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de peuple européen. Et la seule manière, il y en a qui se sont posé la question de savoir, mais bon, comment on va tomber sur Mélenchon? Qu'est-ce qu'on peut bien raconter pour expliquer, je ne parle pas de vous, hein, pour dire qu'il y en a quand même un. Bon, alors les Allemands, qui eux n'ont pas du tout la même conception de la nation que nous. Nous, liberté, égalité, fraternité, eux, den deutschen Volk. Le folk, c'est le folk au sens de peuple ethnique. D'accord? Bon, alors, bon, eux, ils ont raisonné aussi, ils réfléchissent. Qu'est-ce que ça peut bien être l'Europe? Parce que le Volksgeist européen, c'est-à-dire l'idée de peuple, le sentiment d'être un peuple, qu'est-ce que ça peut bien être? Ben, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? La religion catholique, le christianisme. Et voilà pourquoi la démocratie chrétienne allemande a continuellement ramené le christianisme comme devant être le Volksgeist de l'Europe. Donc nous serions européens parce que nous sommes chrétiens. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y en a qui sont d'ailleurs incroyants. Je vous rappelle quand même que c'est la majorité qui commence à en avoir jusque-là aussi. Il est obligé de se fader les débats des autres. Et puis il y a des musulmans, il y a des juifs, toutes les religions sont là. Mais ils ont essayé de le faire. Donc l'Europe, le peuple européen, n'existera que quand ce sera une personne, une voix pour décider de la loi. Or, nous ne sommes pas d'accord sur le simple fait que puissent exister des lois dans certains domaines. Pour les Allemands et leurs satellites, le gouvernement allemand de droite,
L'ordolibéralisme, c'est l'économie n'a rien à voir avec la politique et donc elle n'a pas le droit d'y toucher. Pour nous, les Français, même quand on est de droite, on considère que la politique a le droit et le devoir de se mêler de tout. Parce que, voilà, c'est comme ça. Nous décidons qu'on fait un missile balistique intercontinental quand tout le monde a décidé qu'on n'en ferait pas. Eh bien, on en fait quand même. Au début, on dit on le fait avec les autres. Ils mettent les décalcomanies, ils font le premier étage, ça ne marche pas. Le deuxième étage, non plus. Et un jour, on dit on le fait tout seul. Et maintenant, on a fait Ariane Espace. C'est la moitié du marché mondial des satellites. Et nous sommes la nation qui consacre, après les États-Unis, le plus d'argent par tête de pipe à l'espace. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Voilà comment sont faits les Français. C'est l'État qui a décidé ça. Une décision de Conseil des ministres. Inenvisageable dans un autre pays. Et pareil pour le train à grande vitesse, et pareil pour ceci, et pareil pour cela. Donc, dans notre vision, la politique se mêle de tout. Et c'est normal, puisque nous sommes républicains. Et que nous pensons que chacun doit pouvoir dire ce qui est bon pour tous, partout. Et que le grand Jaurès nous dit, ah, vous avez créé le français roi dans la cité, mais serf dans l'entreprise. Voilà, très bien, on sait où est la servitude. C'est là qu'il faut faire entrer la citoyenneté. Hein, faire entrer la citoyenneté. Le seul endroit où vous signez un paplard qui dit que vous admettez que vous êtes en état de subordination. Et M. Gattaz termine en vous disant, ah, pas que de subordination, hein, de vassalisation. Voilà. Un jour, ils inventeront l'esclavage, ils diront que c'est mieux que rien, au moins vous êtes nourris et chauffés. Bon. Alors, ça, c'est pour ça que je ne sais pas si le peuple, je ne veux pas vous décevoir ou vous donner l'impression, vous savez, à chaque fois qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, on vous jette, ah, c'est le repli nationaliste. Quel repli nationaliste? Moi, ma manière d'être français, c'est une manière universaliste. Bon. Et puis, je ne m'en cache pas. Je pense que la priorité pour... Bon, il y a l'Europe, vous connaissez mes thèses sur le sujet, je ne vais pas maintenant à cette heure-ci vous en parler. Mais là, pour les Français, si je dirigeais ce pays, la priorité serait à la vocation universaliste des Français. Et donc, à une nouvelle alliance internationale que j'appelle alter-alliance, alter-mondialiste, pour un autre ordre du monde, avec les nations qui auraient en commun de vouloir défendre la souveraineté populaire, etc., etc. Je publie un article dans la revue de la Défense nationale qui paraît au mois de décembre, où je montre le lien, et il y a aussi une revue de l'Iris où j'ai répondu, pour leur numéro, leur 100e numéro, ils m'ont fait une interview formidable, très longue, et le thème, c'est le nouvel indépendantisme français. Je vous montre le rapport qu'il y a. On ne peut pas être uni à d'autres si on n'est pas libre de son consentement. Je crois que tout le monde arrive à comprendre ça. Ben, c'est vrai pour les nations aussi. Ça, c'est pas du nationalisme. Et je finis sur quoi? Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Vous dites quel est votre rôle dans le futur? Le parti de gauche, je ne le dirige plus. Je n'y ai plus de responsabilité. Je les ai quittés progressivement parce que c'est normal, il faut qu'il y ait des relèves. Le parti de gauche ne se vit pas comme une fondation pour l'éternité. Nous nous proposons de dissoudre pour faire un autre parti plus grand avec ceux qui voudront et en faire le parti de l'écosocialisme. Ça va de soi puisque c'est notre devise, c'est République, écologie, socialisme. Bon, c'est important pour nous parce que c'est notre petit cadre collectif de travail commun. C'est ce qui nous permet aussi de sélectionner des caractères, des énergies. Mais notre but n'est pas de nous perpétuer jusqu'à la nuit des temps. Hein. Nous voulons être éclaireurs et déclencheurs. Voilà. Quant à moi, je vais prendre ma part de tâche. Je n'ai pas d'angoisse sur ma propre existence. J'ai eu de la chance. Hein. J'ai été beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. J'aime écrire, j'aime vous rencontrer. C'est un bonheur d'être là. Ça va pour moi. Ça ne va pas pour mon pays. Donc je fais mon boulot. On m'a dit, vous voulez être candidat? Mais les gens ne savent pas ce que c'est. Ils croient que vous levez le matin en disant, ouais, c'est super, je vais être candidat. C'est un calvaire. Vous ne pouvez plus sortir après. Vous ne pouvez plus aller dans un resto, dans un machin. Tout le monde vous saute dessus pour vous parler. Les gens sont gentils en plus. S'ils étaient méchants, on les enverrait balader. Je leur dirais, ça va, casse-toi. Non, ces gens gentils. Ah, ça fait plaisir de vous voir, on peut faire une photo, tout ça, voilà. Bon, donc je ne sais pas, je vais me tenir à la hauteur, je vais essayer de me tenir à la hauteur du rôle que les autres m'ont confié et des attentes qu'ils ont à mon égard. Parce que ça me crée un devoir. J'ai un devoir. Je l'ai dit une fois, et là que ça dérange. Oui, j'ai un devoir. Il compte sur moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, c'est fini, allez, je rentre chez moi, je vais écrire un roman d'amour, comme je l'ai écrit une fois. Hein? Bon, non. Et chacun d'entre nous a des devoirs. Et vous savez bien qu'on ne peut pas s'y soustraire comme ça, même quand on voudrait. Alors il faut accomplir son devoir. Voilà, je tâcherai de le faire. Merci à vous. Merci beaucoup.